Bonjour, aujourd'hui nous allons pas parler d'un sujet joyeux, mais d'une histoire qui a bouleversé le Japon. Si je te parle de Tsutomu Miyazaki, j'imagine que cela ne te dit rien. Non, pas vraiment. Éteignez les lumières et installez-vous confortablement, car voici l'histoire de... l'otaku tueur. Pour cette histoire, nous remontons au 21 août 1962 à Itsukaishi, à Tokyo. C'est le jour de la naissance d'un petit garçon appelé Tsutomu Miyazaki. Il est le fils aîné d'une riche famille gérant une société de presse régionale. Cependant, le petit Tsutomu naissa prématurément. Et cela lui engendra une rare anomalie génétique dont la principale est une malformation au niveau des poignets, où à cet endroit, les articulations ne sont pas présentes, ce qui lui empêchait de plier ses poignets. Pour le coup, ses mains ressemblaient un peu plus à celles d'un rongeur, ce qui lui valut par la suite de nombreuses moqueries et harcèlements dus à ses difformités. C'est horrible. Ça a dû être difficile pour lui à l'école. L'école. Dès son plus jeune âge, les moqueries fusaient de partout de la part de ses autres camarades de classe. Mais si seulement le cauchemar s'arrêtait là en rentrant à la maison. Ses sœurs ne l'appréciaient guère à tel point que pour le taquiner, elles allaient jusqu'à mettre des pièges à rats dans sa chambre afin que lorsqu'il se levait la nuit, il allait marcher dessus et avoir les pieds ensanglantés. Quant à ses parents, ils ne lui portaient pas beaucoup plus d'attention. Il était ignoré, voire négligé. Personne ne s'occupait de lui. Alors pour le coup, c'était plutôt son grand-père qui lui portait un minimum d'intérêt et qui s'occupait principalement de lui. L'université. Tsutomu, qui vivait dans la persécution constante, a très vite appris au fil des années à se réfugier dans le monde imaginaire créé par son esprit. Malgré cela, il était un enfant très intelligent. Il avait même pour projet de devenir professeur d'anglais. Mais à cause du harcèlement à longueur de temps, il sombra très vite dans la dépression. Il souffrait aussi de quelques troubles psychologiques qui n'avaient pas été diagnostiqués et donc pas traités. Il a alors changé d'objectif de carrière et a poursuivi ses études dans le domaine de l'audiovisuel, où d'ailleurs il porte une grande affection pour les monstres, tels que Godzilla. Il poursuit alors ses études dans la plus grande discrétion jusqu'à l'obtention de son diplôme. Cependant, il n'arrivait pas à trouver de travail, probablement lié avec son fort caractère où il avait tendance à créer très vite des tensions. Il finit alors par trouver un poste dans l'entreprise familiale où il avait juste un petit boulot très simple à faire. Au final, il a quasiment une vie normale. Presque. Contrairement aux jeunes de son âge, Tsutomu n'a pas forcément d'amis et encore moins de petits amis. Cela ne l'intéresse pas. Il va préférer passer la majeure partie de son temps chez lui à regarder des films pornographiques. Ah, bah c'est... Oh non, tais-toi. Il va jusqu'à aller consommer des films porno extrêmes, jusqu'à du pornographique infantile, qui était encore légal à l'époque. Et il s'adonne aussi aux films d'horreur très trash et très violents. Ah bah c'est pas la même catégorie, hein. Mais au moins, il regardait des animés et des mangas. Oui, bien évidemment, il était un grand consommateur de mangas et animés, faisant de lui un otaku. Mais à cause de son manque de sociabilité et à son caractère se mettant à dos un peu tout le monde, il va se couper totalement de la société, pour alors devenir un hikikomori où il va rester enfermé des mois dans sa chambre et où ses parents lui déposeront tous les jours son repas devant la porte de sa chambre. Avec tout ça, il va replonger de plus belle dans les vidéos. Malgré cela, une seule personne arrivait à lui donner de l'affection et de la joie. C'était son grand-père. 16 mai 1988. Le grand-père de Tsutomu décède. Cela va énormément affecter le jeune homme, à tel point qu'il va venir jusqu'à manger une partie des cendres de son grand-père, afin de le garder en lui et de le faire vivre à travers son corps. À quel moment tu fais ça? Cet élément marqueur va faire éclater au grand jour les faces les plus sombres du jeune homme.
Il se réfugiait dans son monde imaginaire où d'ailleurs il avait pris l'habitude de filmer ses sœurs nues sous la douche. Cependant, ceci ne sera plus suffisant pour lui. 22 août 1988. Le lendemain de ses 26 ans, Tsutomu, qui se promenait en voiture, croise le chemin d'une jeune fille de 4 ans. Alors qu'à rentrer tranquillement chez elle, Miyazaki a décidé de convaincre la jeune fillette de monter avec lui et alors il l'emmena dans la forêt. 3 octobre 1988. Miyazaki a alors croisé la route de Masami, jeune fille de 7 ans, qui l'a convaincu de partir avec lui. Il l'emmena au même endroit où il avait emmené Marie quelques mois plus tôt. Il l'étrangla, la déshabilla, puis, comme la première fois, pratiqua des actes sexuels sur son cadavre. 12 décembre 1988. La troisième victime s'appelait Erika. Elle n'avait seulement que 4 ans et rentrait tranquillement chez elle. Miyazaki a fait le même procédé que pour les 2 précédentes victimes, à la seule différence que la fillette a été emmenée de force dans la voiture. Malgré son jeune âge, la jeune fille s'est débattue de toutes ses forces et lacéra le visage de Miyazaki. Malheureusement, il eut le dernier mot sur la pauvre victime. Une fois que Miyazaki eut terminé ses atrocités, il retourna à sa voiture. Cependant, il croisa la route de 2 randonneurs. Ces 2 derniers se posèrent un peu des questions de pourquoi il était là et surtout, qu'est-ce qui lui était arrivé par rapport à son visage qui était tout lacéré. Il expliqua tant bien que mal qu'il avait fait une chute et s'était égratigné le visage. Quelques jours plus tard, le cadavre de la jeune fillette fut retrouvé. Février 1989. Les parents de la jeune Marie, qui était la première victime, n'ont jamais réussi à retrouver le corps. Cependant, ce jour-là, un colis arriva chez eux. Lorsqu'ils ouvrirent le contenu de la boîte, ils découvrirent alors la tête de leur fille. Elle était accompagnée d'un petit sachet avec 10 dents de lait et un petit message disant « Il y a des démons tout autour. » Miyazaki se sentait alors tout puissant et prenait un malin plaisir à envoyer de nombreux indices et messages aux parents des victimes. Malheureusement, la police restait impuissante face à cela. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des tueurs en série comme ça. La peur a vite grandi dans la région et tous les parents s'inquiétaient de peur qu'il arrive le même drame à leurs enfants. Et pourtant, il y a eu des témoins. Oui, tout à fait. Un descriptif a pu être établi. Cependant, cela n'a pas découragé Miyazaki. 6 juin 1989. Alors que Miyazaki était non loin des cours de tennis où il avait pour habitude d'aller, pas pour faire du sport, mais pour photographier les jeunes joueuses qui portaient des jupes courtes. En gros, il faisait le voyeur. Ce jour-là, sa route croisa le chemin de la petite Ayako, 5 ans. Il la convaincua de la prendre en photo et même de lui donner des bonbons si elle venait avec lui dans la voiture. Mais il va s'en suivre une situation totalement différente. La fillette va alors se moquer des mains de Miyazaki, qui va le mettre totalement hors de lui. De rage, il va alors la frapper et l'emmener de force dans la voiture. Cette fois-ci, il va alors l'emmener dans son appartement où il va la garder pendant 2 jours. Il va d'abord la tuer, pratiquer des relations sexuelles avec elle, puis la démembrer jusqu'à venir manger une partie de ses mains et boire son sang. Bien entendu, il a pris soin de filmer et photographier toute la scène. Oh non, c'est horrible. Apparemment, les derniers mots de la pauvre fillette ont été « もう一度私のお母さんに会いたいよ。 23 juillet 1989. Miyazaki se mit en route d'une 5e victime. Mais cette fois-ci, il repéra 2 sœurs. Il réussissa à attraper la plus jeune des sœurs, âgée seulement de 6 ans, et l'emmena dans sa voiture.
Une fois à l'intérieur, il s'est empressé de se dénuder et de la dénuder par la même occasion, tout en prenant soin de prendre des photos de ses parties intimes. Cependant, l'autre sœur qui avait alerté la disparition de sa petite sœur arrivait avec son père. Et lorsque ce dernier vit alors la scène qui était en train de se dérouler dans la voiture, autant vous dire qu'il s'empressa de se jeter sur Miyazaki et le rua de coups. Cependant, ce dernier a trouvé le moyen quand même de s'échapper en courant à travers les bois totalement nu. Ah, ça c'est bête pour lui. C'est au bout de nombreuses heures que Miyazaki retourna discrètement à sa voiture. Sauf que, manque de chance pour lui, le père était caché pas très loin, accompagné d'une demi-douzaine de policiers. Il fut alors aussitôt interpellé et mis en garde à vue par la police. Le jugement. Miyazaki fut alors interrogé par la police. Il ne prit pas très longtemps à tout avouer, et cela avec une certaine fierté. Les autorités sont alors parties faire une perquisition chez Miyazaki et ils ont retrouvé plus de 5000 cassettes vidéo pornographiques. Parmi elles, il y avait des vidéos de voyeurisme qu'il avait probablement enregistrées et plus de 500 cassettes de ses sœurs filmées nues sous la douche. Parmi toutes ces cassettes, il y avait évidemment toutes les vidéos des 4 meurtres des jeunes fillettes. Le jugement a pris pas mal d'années, car l'avocat de Miyazaki a plaidé la folie et qui n'était pas du tout conscient de ses actes, dû à un dédoublement de personnalité, où ce dernier prenait le contrôle de Miyazaki, le poussant à commettre des actes comme s'il était en train de faire un rêve, comme dans son monde imaginaire qu'il avait créé de toutes pièces dans son esprit, et dont le surnom de son alter ego était Ratman, en lien par rapport à ses mains atrophiées. 14 avril 1997. Après 7 années de procédure et d'avis de plusieurs psychiatres et médecins, beaucoup de conclusions ont été évoquées. Mais ce fut la dernière qui fut retenue, où malgré les troubles psychologiques, Miyazaki était totalement conscient de ses actes. Lorsque le juge lui a demandé s'il souhaitait exprimer des excuses auprès des familles des victimes, celui-ci répondit tout simplement non, et qu'il avait fait une bonne action. Tsutomu Miyazaki fut alors condamné à la peine capitale par pendaison le 17 juin 2008. Je pense que l'élément déclencheur a été la mort de son grand-père, mais s'il est passé des vidéos à l'acte, je pense que son enfance et sa famille y est pour quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire marquera le Japon au fer rouge pendant encore de nombreuses années. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, je vous invite à les regarder dans la playlist. Il y en a des très intéressantes. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.